Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée de souvenir en hommage aux victimes du terrorisme, ces victimes au Burkina qui sont bien nombreuses. Depuis la première attaque dans le pays en 2015, un bref rappel sur l'évolution de la situation dans ce journal. L'Union pour la République et UPR à propos de la question sécuritaire au Burkina, principalement la solidarité est la première solution face à la crise selon le parti qui, pour sa troisième sortie médiatique, a choisi d'inviter l'ensemble des différents acteurs du pays à discuter sur une même table. Et puis enfin, en octobre 2020, lancement des activités de la police et de secours à Ouagadougou. Il s'agissait de la première vague composée de 250 agents pour 24 véhicules. Nous avons passé une journée de patrouille avec l'une des équipes de cette police pour savoir donc son mode d'intervention à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. 4e journée internationale du souvenir, un hommage aux victimes du terrorisme ce 21 août. Cette année, elle tombe dans une période de deuil national au Burkina après l'attaque du 18 août dernier qui a fait 80 morts selon un bilan officiel. La journée avait été décrétée en 2018 par les Nations Unies en signe de pensée pieuse à l'endroit des personnes dont la vie a été arrachée par les forces terroristes et aussi des survivants des attaques. Des attaques qui au Burkina ont débuté en 2015 et se sont intensifiées par la suite. Un bref retour à l'occasion de la journée donc avec Abdoulaye Migné. Au Burkina Faso, les attaques terroristes débutent en 2015 contre les positions des forces de défense et de sécurité. La première attaque a été dirigée contre le poste de gendarmerie de Oursi le 23 août 2015, tuant un gendarme. Entre 2015 et 2016, les individus armés continuent de frapper les positions des FDS avec les attaques de Samorogouan, Intagom et Marcoy. Le 15 janvier 2016, la capitale burkinabé est la cible d'attaques terroristes lorsque les individus armés ouvrent le feu sur des civils à l'hôtel Splendide et au restaurant Cappuccino. Ouagadougou connaît deux autres attaques, notamment celle menée au restaurant Aziz Istanbul et celle de l'état-major général des armées le 2 mars 2018. En 2017, les attaques se sont intensifiées, surtout dans la province du Soum, avec la formation du groupe Ansarul Islam, dirigé par l'imam Ibrahim Malam Diko. Jusque-là, les cibles principales sont les positions des FDS et les régions du centre-nord, du nord, de la boucle du Mouhoun, du Sahel et de l'Est sont les plus touchées. À partir de 2019, les attaques contre les représentations de l'État s'intensifient. Ainsi, des écoles sont attaquées et des personnalités publiques sont prises pour cible. Des personnes civiles ont commencé également à être ciblées par des groupes armés. La dernière attaque contre des civils est celle de Solhan le 2 juin 2021, où le gouvernement annonce 132 civils tués, sans oublier l'attaque contre un convoi mixte le 18 août 2021, faisant 80 morts. Des positions de FDS aux civils aujourd'hui, nul ne semble être épargné. Cette journée du 21 août est une journée de souvenir en hommage à ces victimes du terrorisme et de soutien aux survivants de ces actes terroristes. Les victimes sont également plus d'1 300 000 personnes selon les chiffres du gouvernement en juillet 2021 qui ont dû quitter leur localité et trouver refuge à cause de ces attaques. L'Union pour la République et UPR qui se prononce sur la situation nationale, la solidarité est l'une des valeurs principales selon le parti qui va permettre au Burkina de faire face efficacement au terrorisme et il faut s'unir tout de suite et maintenant selon l'UPR. La rencontre avec la presse ce matin était aussi le lieu pour annoncer la tenue prochaine d'un congrès extraordinaire compte rendu avec Mamétri Nakamabou. L'Union pour la République UPR sort de son silence. Il s'est prononcé au cours de cette rencontre avec les hommes de médias sur la question sécuritaire que traverse le Burkina Faso. Pour le président du parti, Maître Toussaint Abel Koulibaly, le remaniement du gouvernement seul ne suffit pas pour résoudre la question sécuritaire. Il souhaite donc la contribution de tous les Burkinabés dans la lutte contre le terrorisme. L'UPR a suggéré aussi un forum national sur la sécurité.
que les Burkinabés se retrouvent autour d'une table avec le gouvernement comme chef de file et que chacun donne son point de vue. Celui qui veut critiquer, c'est là-bas qu'il va critiquer. Celui qui veut donner son point de vue par rapport à ce qu'il peut apporter, c'est là-bas qu'il le fera. Et à la sortie de ce forum-là, chacun prendrait sa part dans la lutte. Donc défendons d'abord l'ensemble et après nos divergences, on pourra les aplanir ou pas entre nous ou continuer à les exprimer. Ce n'est pas une question d'unanimité sur quoi que ce soit, mais la première solution de la lutte contre le terrorisme, c'est l'union, c'est la solidarité des Burkinabés et qu'il n'y ait aucun Burkinabé passif. Le parti de Maître Toussaint Abel Coulibaly a annoncé son prochain congrès extraordinaire qui aura lieu le 11 septembre prochain à Dédougou. L'unité du Burkina, là, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. L'unité du Burkina, c'est maintenant. Et si nous nous unissons maintenant, il n'est pas tard pour inverser la tendance. Parce que nous allons l'inverser de toute façon. De toute façon, ces forces du mal ne gagneront pas sur le Burkina Faso. Ce que nous recherchons et que nous devons rechercher, c'est de réduire au maximum le temps d'action de ces forces néfastes-là sur notre territoire. L'Union pour la République invite les populations à développer une résilience à toute épreuve afin de permettre au gouvernement de poursuivre les efforts entrepris pour combattre la maladie à coronavirus. Créée en 2004, l'Union pour la République UPR est à sa 3e sortie médiatique. Depuis la mise en place en 2020 de la police de secours au Burkina, ils sont nombreux, les Ouagalais, à s'interroger sur les missions de cette unité qui est rattachée à la police. À la Direction générale de la police nationale, la police de secours dispose en effet de plus de 200 agents et d'une trentaine de véhicules qui permettent des journées de patrouille. Nous avons fait partie de l'une de ces sorties patrouille donc pour vous montrer les domaines d'intervention et les domaines d'intervention donc et le mode d'intervention de cette police de secours. C'est avec Maxime Jean Bombara. Commissariat central de Ouagadougou. Il est 8h ce vendredi 20 août. 2 équipes de la nouvelle police secours sont déjà prêtes pour sortir en patrouille, mener leur mission quotidienne. Mais avant, le chef de service de la police secours briefe d'abord ses éléments sur la mission du jour et rappelle les consignes à suivre. Soyez précis et concis. Soyez professionnel. Faites respecter les mesures barrières comme on vous a dit. Et aussi, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le drapeau en berne. Alors là, vous allez sensibiliser aussi au niveau comment on appelle ça, les débits de boissons, les distractions. Alors vous allez essayer de les sensibiliser parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas et qui ne suivent pas leurs journaux ici. Donc essayez de sensibiliser ces gens-là ici. La nouvelle police secours, dont les activités ont été officiellement lancées le jeudi 22 octobre 2020, est composée d'éléments de la police municipale, de la police nationale ainsi que de gendarmes. Aujourd'hui, l'équipe de l'adjudant de police Moussa Savadgo, avec qui nous embarquons, doit investir les quartiers Ouaga 2000, Balkui, Karpala, Songnaba et Sissin. Il n'y a pas d'itinéraire fixe à suivre, seulement des quartiers et zones ciblées. Sous l'échangeur de Ouaga 2000, c'est un groupe de jeunes qui est interpellé à se mettre à l'abri. Le stationnement sous l'échangeur étant risqué. Il n'y a pas un coin ici pour vous échapper. Si un gros porteur vient par là et qui rate le village, c'est pas bon pour vous. Non, c'est pas prudent de rester là. Vous trouvez un autre coin où vous vous sentez plus en sécurité. Ici, c'est pas bon. Si un camion rate le village, c'est pas bon. Vous pouvez aller. Les équipes de patrouille ont pour mission d'assurer une présence effective des forces de sécurité dans les quartiers lotis et non lotis de Ouagadougou, de porter assistance aux populations en cas de besoin, d'échanger avec elles pour recueillir leurs préoccupations. Mais compte tenu du deuil national toujours en cours, elles devront aussi sensibiliser au respect du décret présidentiel dans les maquis, les espaces de réjouissance et autres, comme ici à cette station du quartier Karpala.
Dans la stratégie d'approche, il faut du tact, de la sérénité et trouver les mots justes pour faire passer le message. La musique jouant alors que la nation est en deuil, ses agents sont en infraction. Mais la mission de la police secours n'est pas de réprimer, mais plutôt de sensibiliser pour faire prendre conscience. Une mission que l'équipe de l'adjudant de police Moussa Savargo doit réussir, malgré l'indélicatesse et le caractère réfractaire de certains individus. Non, quand tu nous dis même qu'il n'est pas disposé à nous écouter, bon, nous barrons. Il n'y a pas moyen de répression, rien? Non. C'est le contraire, au fait. C'est amener la personne à comprendre, c'est le sensibiliser. On ne peut sensibiliser celui aussi qui n'est pas... On ne peut pas sensibiliser celui qui n'est pas disposé à nous écouter. Ben, les difficultés, c'est la méfiance que la population a toujours à notre égard. Donc quand on part vers certains, on sent qu'ils sont réservés. Un peu plus loin, toujours à Karpala, le bruit d'une musique conduit l'équipe dans une boutique télécom. À la vue du véhicule de la police secours, la musique est coupée. Le gérant, visiblement gêné, commence à présenter ses excuses. Ce dernier dit être au courant du deuil national, mais difficile d'expliquer pourquoi il joue la musique. Le chef de mission et ses éléments n'auront pas à gaspiller d'énergie pour ramener Ismaël Nikiema à la raison et poursuivre la patrouille. On m'a dit si vous pouvez me comprendre et puis me faire pardon seulement. Nous ne sommes pas là pour vous sanctionner. Nous sommes là pour attirer votre attention et vous sensibiliser. Vous faire comprendre que ce n'est pas bien. Dans la vie d'une personne, ce qui n'est pas bien ne le fait pas. Merci beaucoup. Franchement, je m'excuse beaucoup pour ce désagrément. Dans la plupart des bars et maquis, le deuil national semble être respecté. La capitale est moins bruyante comparativement aux jours ordinaires. L'équipe marque une escale pour s'entretenir avec un groupe de personnes âgées à côté d'une mosquée. L'inquiétude se lit sur les visages à la vue des policiers, mais le chef de mission plante les décors et rassure. Rassurés, les langues se délient et après quelques minutes d'échange à bâton rompu, l'équipe prend congé du groupe. Et on sent qu'ils ont compris l'objectif même de notre présence. C'est ce qui nous réjouit, que c'est l'objectif cherché. C'est tout ce que l'on peut retenir pour le moment. Mais on sent qu'ils sont un peu réservés. Il y a des réalités qu'ils ne partagent pas. Mais ça se comprend. Lorsque nous allons encore revenir un autre jour, je crois qu'ils seront plus à l'aise pour communiquer. Chaque équipe est munie d'une tablette sur laquelle sont renseignés les équipements pour la mission. Sur la même tablette sont collectées également les préoccupations des populations rencontrées sur le terrain en vue de les soumettre à qui de droit. La patrouille se poursuit dans les quartiers Songnaba et Sissin où l'équipe tombe sur un cas d'accident qui bloque la circulation. Notre rôle ici, c'est de réguler la circulation le temps que la section des accidents vienne pour le constat. Et s'il y a des blessés, les assister le temps que les secours viennent. Aux environs de 13h30, l'on interrompt la mission pour rejoindre la base, le commissariat central. Le débriefing est fait au chef de service qui nous confie que la mission continue pour les autres équipes déployées sur le terrain et peut même aller souvent jusqu'à 22h. En plus des équipes de patrouille qui mènent des actions de sensibilisation, il y a également une équipe d'intervention chargée d'intervenir dans les conflits à domicile, les cas de vol, entre autres. Il faut prévenir, dissuader et occuper les zones criminogènes. Et c'est pourquoi les différentes équipes de la police secours doivent répondre présents aux lieux et endroits où les appels au 10-10, au 16 et au 17 les conduiront. Nous parlons de gériatrie dans ce journal. La gériatrie est une branche de la médecine qui s'occupe spécialement des personnes âgées, du traitement donc de toutes ces maladies liées au vieillissement. Et au Burkina, nous avons trouvé un seul médecin qui est spécialisé dans ce domaine, le docteur Sylvain Ouedraogo, qui fait cas donc de cette spécialité. On en parle avec Sanata Serré. Docteur Sylvain Ouedraogo est le seul médecin gériatre au Burkina Faso, basé à Ouagadougou. Amoureux de la médecine et passionné de la prévention du vieillissement et de la prise en charge des personnes âgées, il décide en 2014 de se spécialiser dans la gériatrie en France. Son choix d'embrasser cette branche de la médecine lui permet aujourd'hui de vivre pleinement sa passion.
celle de prendre en charge les personnes âgées malades et de prévenir le vieillissement. J'ai décidé de me spécialiser en gériatrie parce que je m'étais dit que c'est un domaine d'avenir, ça c'est un premier point. Mais surtout aussi, il y a un élément dans la gériatrie qui est la prévention du vieillissement. J'adore vraiment la prévention du vieillissement et la prise en charge des personnes âgées. Donc je fais tout pour essayer de leur apporter le maximum d'autonomie, de santé, malgré tout le poids de l'âge qu'ils peuvent porter sur eux. Le médecin gériatre est celui qui s'occupe des problèmes de santé des personnes en âge avancé. Il joue un rôle de coordonnateur entre son patient et les médecins des autres spécialités, selon notre médecin gériatre. Le gériatre va essayer de coordonner. Donc, pour une bonne partie de ces pathologies, le gériatre est formé pour pouvoir les prendre en charge. Je parle par exemple de l'hypertension, du diabète, ces pathologies qui sont assez courantes. Le gériatre est assez formé pour les prendre en charge. Mais à des moments où il a besoin par exemple d'un avis plus spécialisé dans le domaine que lui ne maîtrise pas, en ce moment il peut demander par exemple à son collègue cardiologue de lui donner un coup de main sur tel patient parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et après c'est lui qui va recoordonner encore le traitement, le suivi, organiser les rendez-vous, voilà. Donc c'est un peu ça le rôle du gériatre auprès des personnes âgées. Donc c'est vrai qu'on s'occupe en gériatrie de tous les problèmes de santé de la personne âgée, mais en plus on s'occupe aussi de bien vieillir. Parce que le tout, ce n'est pas de vivre 100 ans, 105 ans, en étant tout le temps malade, en allant de médecin en médecin, en étant tout le temps couché. L'idéal, c'est qu'on puisse tous arriver à 100 ans en pleine forme. Toutefois, cette spécialité médicale qui est dédiée à l'étude et au traitement des maladies liées au vieillissement reste méconnue de la médecine interne et de la majeure partie des populations. Beaucoup de personnes ignorent ce que c'est qu'un gériatre et son rôle dans la médecine. Le Burkina Faso compte un nombre important de personnes du 3e âge. Pourtant, c'est seulement une vingtaine de patients qui sont suivis par notre gériatre. Il faut dire que même dans le corps médical, ce n'est que récemment qu'on parle un peu de la santé de la personne âgée, qu'est-ce que c'est qu'un gériatre. Parce que comme je l'ai dit, jusqu'en 2014-2015, on n'enseignait même pas la gériatrie en faculté de médecine. C'est pour vous dire à quel point c'était pas connu, même dans le corps médical, donc à plus forte raison au sein de la population. Donc c'est pas très connu. Heureusement, depuis mon retour, heureusement que grâce aux médias, de temps en temps, j'arrive à faire une incursion pour expliquer un peu c'est quoi la gériatrie. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il y avait une émission ou un article qui était fait, j'avais un retour parce que les gens ils appellent, oui, vous êtes où? Effectivement, on a une personne âgée chez nous, mais on ne sait pas quoi faire. On ne savait pas que vous existiez. On ne savait pas qu'il y avait des médecins qui étaient spécialisés dans ce domaine-là. Voilà. Donc il faut dire qu'il y a une grosse ignorance en fait sur la question de la gériatrie. On ne sait pas que il y a des médecins qui sont là et qui ne s'occupent que de la personne âgée. Selon Dr Sylvain Ouedraogo, la plupart des personnes âgées souffrent de polypathologie, c'est-à-dire avoir plusieurs maladies à la fois. Et les maladies les plus rencontrées chez ces personnes sont entre autres l'arthrose, le diabète, l'escar, l'hypertension et la maladie de l'Alzheimer. Une maladie neurodégénérative caractérisée par une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles chez la personne en âge avancé. La plantation d'arbres et les campagnes de reforestation sont les activités les plus menées en cette saison hivernale. Action contre la désertification qui vise à reverdir et faire vivre les terres perdues du Burkina. Une période donc pendant laquelle tous les Burkinabés sont appelés à mettre un plan en terre. Cette saison profite aussi bien aux vendeurs de plants qui se frottent les mains. On en parle avec Nadine Zongo. La saison pluvieuse est le moment propice pour la plantation d'arbres. Mettre un plant en terre en cette saison, c'est lui donner plus de chances de survivre, surtout dans les pays sahéliens comme le Burkina Faso, selon les professionnels du domaine. À cette saison donc, les campagnes de reforestation se multiplient. Une occasion pour les vendeurs de plants de faire de bonnes affaires. Je peux dire, la saison c'est vraiment, il n'y a pas de marché, mais la saison pleuvoir, on ne se plaint pas. Parce qu'on ne peut pas faire au moins une semaine sans vendre. Voilà, mais la saison cesse, on peut faire un mois, souvent plus de ça, avant de vendre. Donc la saison pleuvoir, on a d'autres des marchés à planter à quelque part. Bon, c'est ça aussi souvent qui nous aide. On a des manguiers, si on a peut-être 1000 pieds de manguiers,
peut avoir peut-être la moitié qu'on va prendre. Et la saison cesse maintenant, vendre un à un. Cette année, la pluie est venue en retard. Et les clients viennent, mais pas comme les années antérieures. Certains viennent juste pour se renseigner et repartent et en promettant qu'ils vont revenir. Donc nous aussi, nous les attendons. Et nous savons qu'ils vont revenir puisque c'est la période. En cette période, les plantes les plus prisées sont les arbres fruitiers, tels que la mangue, selon ce jardinier. Il explique qu'en cette saison, les arbres fruitiers prennent moins de temps pour croître. La plupart des clients de ces jardiniers sont des détaillants, alors qu'ils préfèrent tous les grossistes. Avec eux, les affaires sont bonnes, ont-ils renchéri. Ceux qui achètent en gros ne sont pas nombreux, mais quand ils viennent, ils prennent beaucoup de plantes et c'est avantageux. Les prix aussi ça varie. Les greffés sont à 2500 francs et il y a aussi d'autres plantes que nous vendons à 2000 francs. Imaginons qu'un client achète une centaine, ça fait beaucoup d'argent. Les grossistes achètent beaucoup, mais ils viennent chaque année. Nous voulons donc que le nombre de ceux qui achètent en détail augmente. Mais il faut que les Burkinabés soient d'abord sensibilisés sur le bienfait de la plantation des arbres. La plantation d'arbres ne fait pas partie des habitudes des Burkinabés, selon ces derniers. Ils expliquent que la plupart n'ont pas compris l'utilité de cette activité. Pour Anas, il faut une législation allant dans le sens de la plantation d'arbres. Nous les Burkinabés, nous ne savons pas que les arbres nous aident. Il y a des gens qui sont en location et se disent que c'est inutile de planter un arbre. Il y a d'autres qui ont l'âge de 30 ans, mais ils n'ont jamais planté un arbre. Nous souhaitons que les autorités votent une loi concernant la plantation des arbres. On peut par exemple demander à chaque étudiant, au moment des dépôts des concours, d'amener un arbre. Vous verrez ce que cela va donner. Depuis 2 ans, le ministère de l'Environnement a initié la Journée nationale de l'arbre, une idée qui vise à promouvoir la plantation d'arbres. Cette année, l'ambition affichée est la plantation de 10 millions d'arbres. Cette initiative peut être aussi bénéfique pour ces jardiniers. Et nous retrouvons une fois de plus notre reporter Maxime Jedbambara qui nous plonge dans l'univers de Kwanda Abdoulaye, un septuagénaire pétri d'expérience dont la transformation de l'aluminium et qui emploie aujourd'hui plus d'une vingtaine de personnes installées au quartier Zogona de Ouagadougou. L'homme a dû braver des obstacles pour se faire une place au soleil dans ce métier. Regardez. Abdoulaye Kwanda, un nom et un visage méconnus du grand public. Pourtant, ce septuagénaire est un orfèvre qui a derrière lui 40 ans d'expérience dans la transformation de l'aluminium. Installé au début des années 70 à Tanguin, un quartier de Ouagadougou, son atelier Kwanda et Frères est aujourd'hui à Zogona, en plein cœur de la capitale. Plus qu'un simple ferrailleur, Abdoulaye Kwanda est aujourd'hui un exemple de combativité et de persévérance. Au début, ce n'était vraiment pas facile. Je me suis révélé au public lors d'une manifestation au Siao où j'ai confectionné des marmites numéro 60 exposées avec mes contacts. Après, j'ai eu des marchés, mais comme je n'avais pas les moyens, c'était compliqué. J'ai voulu garantir mon PIH pour avoir quelque chose en banque, mais rien. Finalement, j'ai vendu ma parcelle et j'ai pu commencer. J'ai plus de 20 employés qui m'aident à collecter le fer dans la ville. Celui dont la principale activité était de collecter la ferraille pour la revendre s'est véritablement lancé dans la transformation de l'aluminium en 2005. Son atelier a les allures d'une industrie locale où le travail se fait à la chaîne. L'aluminium est trié dans les tas de ferraille pour la fabrication des ustensiles de cuisine. Les marmites, les casseroles, les manches de couteaux qu'on remet, les clés aussi. Voilà. Et puis aussi, il y a certaines pièces que les mécaniciens demandent. Le fer est ensuite exporté vers des pays voisins comme le Ghana et le Bénin. Ici, on moule, on fond, on rabote. Un travail d'équipe bien coordonné qui permet de produire au moins une vingtaine de marmites par jour.
On moule la marmite avec du sable, ensuite on divise en deux et on raccommode les bordures. On prend le deuxième morceau pour recouvrir et on place les cales. Ensuite, on fait couler l'aluminium fondu qui va prendre la forme de la marmite. En plus de travailler dans des températures extrêmes de chaleur, les employés sont exposés à des risques d'explosion dans la fonte de l'aluminium. Donc souvent ça blesse, même dans les yeux ça rentre. Il y a un petit ici même, ça dans son yeux, tous les deux yeux là, c'est foutu comme ça. C'est-à-dire, comme ça là-haut, tu prends ça là. Voilà. Tu peux pas ça pour mettre. Il y a quoi dedans? Ça peut exploser. Mais pour avoir à manger là, tu ne vas pas comment? Tu vas travailler seulement, c'est la vie. Mieux construire son entreprise et équiper ses employés pour minimiser les risques d'accident, c'est le souhait le plus ardent de M. Kwanda qui emploie plus d'une vingtaine de personnes. Son ambition est grande pour cette entreprise où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et puis enfin, en Haïti, la situation est glaçante après le séisme qui a fait plus de 2000 morts la semaine dernière. Des milliers de sinistrés tentent désespérément de bénéficier de l'aide humanitaire. Certains sont obligés de piller pour se nourrir. Les nouveaux épisodes durs en Haïti se produisent dans un climat politique de base très complexe. Regardez. Un camion d'aide humanitaire pris d'assaut par des Haïtiens affamés. La scène s'est passée ce vendredi au Cayes, grande ville du sud-ouest de Haïti, une ville largement détruite par le séisme il y a une semaine. Le bilan provisoire de ce tremblement de terre s'élève à 2200 morts. L'urgence, c'est désormais de fournir une aide aux milliers de sinistrés. Non seulement ces habitants n'ont plus de logement détruits par le séisme, mais en plus, ils manquent d'eau et de nourriture. Une situation qui pousse certains à piller. Tous les habitants des Cayes vivent dans la faim, lance cet homme. Et plus rien ne fonctionne en ville. On n'a plus de quoi manger. Il y a un camion d'aide qui est venu, mais la police l'a placé dans l'enceinte du commissariat. Mais l'aide n'a pas été distribuée. Cette crise humanitaire survient alors que le pays est en pleine tourmente politique. Il y a un mois, le président haïtien était assassiné. Le mandat des députés est terminé depuis 3 ans sans que de nouvelles élections aient lieu. Le pouvoir est aujourd'hui en partie entre les mains du Premier ministre. Nous avons appris des leçons de la gestion de la crise humanitaire de 2010. C'est pourquoi mon gouvernement a décidé la coordination des réponses aux urgences d'aujourd'hui à une institution unique, la direction de la protection civile. L'ONU s'inquiète de la situation en Haïti. Ce vendredi, la vice-secrétaire générale des Nations Unies est venue en personne dans la ville des Cayes. Elle a promis que les agences onusiennes allaient aider la population à se relever. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Excellent week-end également. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonsoir.